Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode de notre podcast consacré à la santé mentale en entreprise. Après avoir exploré les thématiques de la prévention et de la détection, il est temps de nous pencher sur la question de l'intervention. Dans les prochains épisodes, nous allons entendre 2 employeurs qui partageront leurs expériences inspirantes sur l'accompagnement des personnes lors de la reprise d'une activité après un arrêt de travail. Voici quelques questions clés que nous aborderons ensemble. Comment accompagner et soutenir une personne souffrant de troubles psychiques dans son retour au travail ? Quels sont les éléments essentiels pour faciliter une reprise d'activité ? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christelle Krieg, responsable de l'unité accompagnement à la reprise et réinsertion professionnelle au sein du CHUV, l'une des plus grandes entreprises du canton de Vaud. Avec ses 13 000 collaboratrices et collaborateurs qui occupent une centaine de fonctions différentes, dont 70% concernent des postes dans le domaine médical, le CHUV incarne parfaitement les enjeux et les solutions en matière de santé mentale en entreprise. Ces chiffres impressionnants illustrent bien l'ampleur du défi. Bonjour Madame Krieg. Bonjour Madame Lafille. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à participer à ce podcast. Un grand merci à faire appel à l'activité du CHUV en termes de réinsertion. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Donc initialement, j'ai un bachelor en travail social, mais tout le long de ma carrière, j'ai travaillé dans le domaine de la réinsertion, la réadaptation à des seuils différents, tant dans le bas seuil que dans la réadaptation socio-professionnelle. J'ai complété ma formation de base, notamment par un brevet en assurance sociale, et ça fait depuis 2015 que je suis au CHUV, dans le poste que j'occupe actuellement, donc de responsable de l'unité accompagnement à la reprise et réinsertion professionnelle, unité qui dépend de la direction des ressources humaines du CHUV. Entrons assez rapidement dans le vif du sujet. Quelles mesures sont mises en place pour le suivi des personnes atteintes dans leur santé psychique au sein du CHUV ? Alors, le règlement d'application de la loi sur le personnel de l'État de Vaud prévoit dans son article 9 que l'employeur doit prévoir un appui ou un soutien à tout collaborateur du CHUV qui connaît des difficultés à son poste ou dans sa fonction. Dans les faits, le dispositif actuel de l'unité accompagnement à la reprise et réinsertion professionnelle existe depuis 2015. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les rôles et les objectifs qui sont mis en avant dans cette unité ? Alors la mission qui nous a été donnée dès 2015, c'est d'une part d'analyser toute absence de plus de 30 jours. Ce qu'on appelle de la longue durée au sein du CHUV, c'est déjà à partir de 30 jours d'absence. Donc on va travailler conjointement avec nos collègues des unités des ressources humaines de chaque département pour analyser ces absences et pour déterminer s'il y a du sens qu'on doit entrer dans la situation, soit être mandaté par les équipes RH. La deuxième mission, outre l'analyse, c'est de pouvoir accompagner tout collaborateur du CHUV qui présente une problématique de santé qui influence l'activité professionnelle. Donc, en règle générale, comme dit précédemment, c'est à partir de 30 jours d'absence, mais il peut arriver qu'il y a des collaborateurs qui ne présentent aucune incapacité de travail, mais qui n'arrivent plus à remplir l'intégralité de leur cahier des charges sur le moyen ou le long terme, et ce, en lien avec une problématique de santé. Notre objectif à terme, c'est de pouvoir permettre un retour à l'emploi dans les meilleures conditions. Alors, un retour à l'emploi, ça peut être un retour dans le poste ou dans un poste adapté, ou alors d'accompagner le collaborateur avec l'aide d'organismes externes, par exemple l'assurance invalidité dans le cadre d'un reclassement professionnel ou dans l'attente de décisions d'assurance sociale. Comment se passe votre intervention auprès des gens qui seraient identifiés ? Si on estime qu'il y a du sens qu'on entre dans la situation, qu'on sait que potentiellement l'absence va se prolonger, que le retour au poste risque de se complexifier ou qu'on n'a pas du tout d'informations, le collaborateur n'est pas tenu d'informer, de dire ce dont il souffre, si ce n'est de préciser si c'est un cas maladie ou accident. Donc après cette analyse-là, nos collègues RH vont nous mandater. Donc on va écrire au collaborateur en l'invitant à un premier entretien. Et puis cet entretien, il a un double objectif. Le premier, c'est de donner des informations. Qui on est, quelle est notre mission, quelles sont aussi les limites de la confidentialité, ça c'est aussi important. Donner des informations sur le droit salaire, sur les remises des certificats médicaux, sur les droits et les devoirs du collaborateur.
Ensuite, dans un deuxième temps, on va demander au collaborateur sur quoi il est prêt à partager sur son état de santé. Dans les faits, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic, il n'a pas besoin de venir avec les listes de ses médicaments. Pour nous, c'est d'avoir un petit peu une vision de la situation et de savoir qu'est-ce qui peut être mis en place. Ce qu'on appelle des mesures au sens large. Donc si je comprends bien, l'idée de ce premier entretien, c'est faire connaissance, se présenter, mais également pouvoir identifier quelles seraient déjà les choses qui pourraient être mises en place lors d'un retour à un emploi. Donc par exemple, identifier les besoins de la personne afin de pouvoir imaginer les aménagements nécessaires à son retour en emploi. C'est juste, hein? Alors, c'est même en avant, parce que parfois on n'a pas une vision sur une reprise d'activité. Donc c'est de dire qu'est-ce qui peut être mis en place. Et typiquement, est-ce que ça a du sens à ce jour de remplir une détection précoce auprès de l'AI? Est-ce que ça a du sens de demander un suivi auprès de notre médecine du personnel, hein? La médecine personnelle du CHUV a des médecins du travail qu'on va solliciter dans certaines situations quand on a besoin d'avoir des éléments sur en quoi la problématique de santé influence l'activité professionnelle. Ça, c'est pour les maladies plutôt physiques, type oncologie, des choses comme ça. Pour la maladie psychique, est-ce que la temporalité peut-être est moins longue, sauf si on a des situations où une reprise d'activité, on le sait, ne sera pas possible? Alors la difficulté dans ce type de problématique de santé, c'est que d'avoir comme ça un schéma, un pronostic de reprise, c'est, je trouve, plus difficile que certaines atteintes somatiques où on sait que c'est une convalescence de 3 mois, de 4 mois. Ce qu'on va évaluer déjà, si de prime abord, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui doivent être réglés? Est-ce qu'il y a eu potentiellement une problématique avec un collègue, avec une hiérarchie? Est-ce qu'il y a des éléments qui doivent être traités? Donc, déposés vers un tiers, hein, ce n'est pas nous qui allons traiter, pour déjà régler cette partie-là. Ensuite, voilà, en fonction, soit on est vers quelqu'un qui a réellement besoin d'être pris en charge médicalement, et dès lors, on va fixer des échéances à laquelle on va reprendre contact et puis demander un peu où en est le collaborateur, soit on estime que c'est important de se voir rapidement, soit uniquement avec les unités RH, soit avec la hiérarchie, dans un but à terme de pouvoir préparer une reprise, même si elle n'est pas immédiate, mais en tout cas de pouvoir échanger sur potentiellement qu'est-ce qui est réalisable et qu'est-ce qui ne le serait pas. Donc là, on est dans cette phase un peu de préparation, si je comprends bien. Garder le contact avec le collaborateur qui est absent et puis avoir une meilleure vision de qu'est-ce qui se passe, hein, pouvoir déterminer est-ce qu'il s'agit de conflits ou est-ce qu'il s'agit d'autres éléments. Et puis, on prépare un peu ce retour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu concrètement, voilà, un collaborateur a été absent pendant 3 mois, il vous dit mon médecin estime que je peux reprendre de manière progressive. Comment ça va se passer? Alors, pour nous, en tout cas, la condition sine qua non, c'est qu'une reprise, elle se prépare. Il y a des inquiétudes, potentiellement des deux côtés, tant de l'équipe, de la hiérarchie, tant du collaborateur. Donc c'est important pour qu'on se retrouve autour de la table, qu'on puisse échanger. Se dire, finalement, aujourd'hui, quels sont les besoins du collaborateur, quels sont les besoins du service et comment on peut organiser ça pour que ça se déroule dans les meilleures conditions. On sait qu'un retour raté ou manqué, on risque de repartir vers plusieurs mois d'incapacité de travail. C'est bien pour personne, tant pour le collaborateur que pour l'équipe, pour le service, qui se réjouit de retrouver son collaborateur en forme. Donc ça, c'est pour nous important. Alors, il y a des situations où ça arrive qu'on n'arrive pas à le faire, mais en tout cas, on va se voir, on va communiquer avec la ligne hiérarchique, on va passer des informations, puis on va se voir rapidement après la reprise, mais dans la majorité des cas, on se voit. Et dans ces réunions, qu'est-ce qui se dit en fait? Qu'est-ce qui est important de soulever et à mettre en place pour la reprise effective? C'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, on a une détermination des limitations fonctionnelles? C'est quoi exactement ces limitations fonctionnelles? Les restrictions. Dans le cadre de problématiques liées à la santé mentale, on est avec des limitations de type trouble de la concentration, diminution du rendement, forte fatigabilité. On est avec ce type généralement de limitation. Et potentiellement aussi des environnements. Est-ce qu'une limitation serait de se retrouver dans un environnement calme? Un collaborateur qui travaille par exemple dans les admissions, dans des lieux bruyants,
il pourrait avoir une limitation qui dit, en tout cas, dans un premier temps, c'est bien que la reprise se déroule dans un lieu calme. Ou par exemple, son contact avec les visiteurs, les patients ou le personnel soignant, ça c'est possible aussi. Donc toutes ces restrictions-là qui peuvent concerner l'environnement ou les tâches, des restrictions sur certaines tâches, on doit en tenir compte. Généralement, quand on parle de limitation fonctionnelle, qui est apte à les déterminer, généralement c'est la médecine du travail. Elle peut aussi venir du médecin traitant, mais généralement on va les faire attester par la médecine du travail qui est apte, qui connaît les postes de travail, puisque être infirmier en soins intensifs, en néonatologie ou en médecine, c'est pas la même activité, c'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes charges. Donc on a ces limitations-là. Donc d'un côté, si je reviens d'un côté, il y a les besoins du collaborateur, puis de l'autre côté, il y a les besoins du service. Est-ce qu'on arrive à trouver un compromis, un consensus? L'équipe, ils se réjouissent de retrouver leurs collaborateurs. Il y a des compétences qui sont là, de retrouver une dynamique d'équipe. Mais comment est-ce qu'on peut aménager là? Alors parfois, c'est un aménagement sur le court moyen terme qui ne peut pas aller sur le long terme. Et puis parfois, on est sur des limitations qui durent plus longtemps ou des postes potentiellement peuvent être adaptables, d'autres pas. Donc pour moi, c'est important de poser ces éléments-là. Le deuxième élément qui est aussi important quand on s'est déterminé sur les types de tâches, sur le lieu, sur des demi-journées, des journées entières, sur une reprise à titre thérapeutique, une reprise effective, tous ces éléments-là, ce qui est important, c'est de préparer l'équipe. L'équipe, elle a des questions. Le temps a passé. Ils ont continué leur activité. Mais le collaborateur, il est souvent inquiet. Il culpabilise aussi en disant « j'ai laissé mes collègues dans une situation difficile. Il y avait une charge de travail qui était bien présente, des ressources en moins. » Donc, on va essayer de le rassurer. Et puis de dire « mais finalement, quel est le message que vous souhaitez qu'on passe à vos collègues par rapport à votre reprise? Qu'est-ce qui peut être dit? Qu'est-ce qui peut pas être dit ?» Il y a des collaborateurs qui disent aussi « moi, je veux pas qu'on me demande comment je vais. Parce que je vais tomber dans l'émotion et ça va être compliqué. » Donc, ce message, on va aussi pouvoir le passer. C'est le rôle de la hiérarchie qui va le passer au sein de son équipe. Le manager est responsable de son collaborateur, il est responsable de l'accompagner. Et puis, parfois, ça arrive qu'il y a une rechute. Et puis, alors là, ils seront peut-être plus sensibilisés parce qu'il y a un antécédent. Mais en tout cas, de pouvoir communiquer, garder. Ce qui est important, c'est de vraiment garder le contact avec le collaborateur avant, tout au long de l'absence et puis ensuite. Mais les managers, dans les faits, souvent, ils peuvent être dépourvus. Et c'est là où ils peuvent se référer à leur unité RH de département. Mais nous, on est aussi là pour essayer de les accompagner parce que aussi pour eux, c'est pas toujours simple. Est-ce que vous auriez un exemple à partager avec nous par rapport à ce processus que vous avez pu décrire d'une personne absente qui revient en emploi ? Typiquement, là, on est sur une absence d'une collaboratrice qui occupe une activité administrative, qui attend une activité en front desk, donc en lien avec les visiteurs, les patients, l'équipe soignante, qu'une activité en back-office, donc plutôt frappe de rapports médicaux. Donc, une atteinte à la santé, psychique, elle peut reprendre son activité. Finalement, on est à environ 4 mois d'absence. Par contre, cette collaboratrice a des inquiétudes de reprendre son activité, présente encore une diminution de sa concentration et aurait besoin de travailler dans un environnement plus calme, moins sonore. Donc, on l'a rencontrée, on a fait ce premier entretien. Là, elle nous dit, mais écoutez, il y a une reprise qui se dessinerait. On en a discuté avec votre médecin. Alors, je dis, c'est important qu'on se rencontre. Donc, on réunit à l'entretien de réseau et on se voit autour de la table. Puis de dire, voilà les besoins de la collaboratrice. Donc, elle va aussi les exprimer, évidemment. Il n'y a pas que nous qui parlons. Et puis de voir de quelle manière ils peuvent adapter le poste, mais de quelle manière son activité, dans un premier temps, peut être faite en back-office, mais dans un lieu plus calme. En l'occurrence, elle travaillait dans un open space avec plusieurs collaborateurs, et en lien avec sa grande fatigabilité et les troubles de la concentration, ce n'était pas le lieu adéquat. Heureusement, il y avait des possibilités de lui procurer un bureau où ils n'étaient que 2, donc on pouvait respecter ces besoins-là.
Donc, on a planifié la reprise, quel jour de travail, des demi-journées, des journées entières. Enfin, on a discuté de tous ces éléments-là, aussi du message qui est passé à l'équipe. Puis, la collaboratrice, elle a repris son activité. À temps partiel, on est généralement autour d'un 40% là dans cette situation, avec une reprise progressive. On s'est vu régulièrement. Donc, dans les faits, la reprise s'est déroulée tout à fait favorablement, que progressivement, on a mis d'autres objectifs en passant de demi-journée à des journées entières et progressivement de pouvoir reprendre une activité en front office, parce qu'on n'était que sur du back office. Et puis, on a pu, à un moment donné, la collaboratrice a pu reprendre à son taux, sans limitation fonctionnelle, donc dans son poste, remplir l'intégralité de son cahier des charges. Et environ 1 mois et demi, 2 mois après la reprise, on s'est revus pour valider. Parce que pour moi, c'est important de pouvoir valider cette reprise à son taux. Et à ce moment-là, tous les feux étaient ouverts et on a pu clore la situation. Est-ce qu'il y a d'autres situations où finalement on a plutôt des fragilités qui durent et qui nécessitent d'autres aménagements ou qui d'autres parcours aussi de reprise? Alors, on a des très longs parcours, si je peux m'exprimer ainsi. Si à un moment donné, il est posé qu'il n'y a plus d'exigibilité dans le poste, dans la fonction, et qu'on doit partir vers d'autres démarches, on explique aux collaborateurs que c'est un processus qui est long. Je vous propose peut-être de l'illustrer par une situation. Volontiers. Donc, Christine, elle est infirmière, une jeune infirmière, début trentaine. Elle présente une première incapacité de travail auquel elle veut reprendre rapidement et rapidement se retrouve de nouveau en incapacité de travail. Donc on explore un petit peu la situation et on est sur quelqu'un qui songe à donner sa démission. Et puis là, j'ai des éléments qui me parviennent et puis qui me disent « Ouh, attention !» On est apparemment dans quelqu'un qui a eu d'autres postes avant et qui s'est terminé d'une certaine manière un peu de la même façon. Donc la personne a donné la démission pour des raisons assez similaires, en lien avec une incapacité de travail, mais par rapport à sa problématique de santé psychique. Puis ça m'a mis la puce à l'oreille. Et puis on a pu avoir une conversation en me disant, mais voilà, moi je suis inquiète, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai compris. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes en train de répéter un même cycle et qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être initier des démarches auprès de l'assurance invalidité, mais en tout cas aller plus loin dans la démarche pour vraiment vous prendre en charge. Alors, elle était prise en charge médicalement, on s'entend, mais par rapport à la suite, j'ai l'impression qu'elle était dans la fuite en donnant sa démission, puis qu'elle ne se confrontait pas à la problématique de santé. Et c'est là qu'a commencé un processus de plusieurs années qui s'est terminé l'année dernière. Donc, on a initié des démarches auprès de l'assurance invalidité. Donc, elle est en incapacité de travail. Finalement, ça a été assez rapidement posé qu'elle n'avait plus d'exigibilité dans sa fonction. Donc, concrètement, il a été déterminé que cette dame ne pouvait plus reprendre son activité d'infirmière et qu'il fallait imaginer une réorientation. Exactement. Mais là, il se passe du temps, parce que dans l'intervalle, il y a une autre problématique de santé, alors plus somatique, qui intervient. Donc, le processus en termes que vous proposez, en termes de bilan de compétences, de stage, de recherche de stage, ça a dû être mis en stand-by le temps de la gestion de la problématique somatique. Et puis ensuite, je trouve ma voie, mais il faut que je trouve une place d'apprentissage. Donc, la voie qui a été trouvée, c'est un CFC d'employé de commerce. Donc, cette personne fait des postulations, mais de par ses mutations, de par son atteinte à la santé, elle ne peut pas se retrouver dans n'importe quel environnement. Il faut aussi un environnement plutôt calme, dans une petite équipe. Il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être pris en considération pour que ça se passe bien. Dans les faits, cette personne, elle est engagée au sein du CHUV, donc c'est une collaboratrice que je suivais, qu'on a pu trouver une place d'apprentissage un peu à la dernière minute. Donc si je comprends bien, c'était une infirmière engagée au CHUV qui a été réorientée dans un CFC d'employés de commerce et elle a pu faire sa formation au sein du CHUV même. Voilà, donc ça, c'est pas toujours le cas. On essaye, ce qu'ils nous ont demandé, c'est essayer d'abord d'investiguer et de trouver les possibilités à l'interne, que ça soit
pour un poste adapté, pour un reclassement professionnel, mais ce n'est pas toujours réalisable, même si il y a plus de 100 fonctions au sein du CHUV, il n'y a pas forcément un poste ou une fonction pour chacun. Donc là, oui, ça a pu se faire. Donc la personne, elle s'est quand même retrouvée dans l'environnement qu'elle connaît. Et je pense que ça, pour elle, c'était rassurant. Et puis, en tout cas, elle a réussi son CFC, elle l'a obtenu l'année dernière. Et en plus de ça, le service était plus que ravi. Si on devait la considérer comme une apprentie, elle travaillait comme tout autre collaborateur. Elle produisait, elle avait une excellente qualité de travail, c'était quelqu'un de consciencieux, de flexible, et puis quelqu'un aussi qui, de part aussi de ce qu'elle était par rapport à ses valeurs, elle mettait aussi dans l'équipe, elle veillait à ce qu'il y ait une bonne entente aussi au sein de l'équipe. Donc ça, c'est du win-win-win, mais c'est du win-win-win qui a pris dans les faits, je pense bien 6 ans. Donc on est à 6 ans plus ou moins, depuis 6-7 ans, depuis le début de l'incapacité de travail jusqu'à la fin de la démarche. Ce que j'aimerais souligner, c'est qu'à un moment donné, quand on a des doutes sur est-ce qu'il y a toujours une exigibilité dans la fonction ou dans le poste, c'est qu'on a besoin de l'expertise de l'assurance invalidité pour poser cet état de fait. Nous, on ne va pas partir en disant la personne, elle ne peut pas, on va faire ci, on va faire ça. On a besoin d'avoir ces éléments-là. Il y a une exigibilité, il n'y a pas d'exigibilité. Vers quoi on va aussi, ce que vous puissiez aussi mettre en place, financer par des bilans de compétences, des stages. Ça, on ne peut pas vraiment le proposer. Et puis là, cette expertise, elle était importante. Et cette collaboration, elle était importante. Tout ça pour illustrer le fait que le collaborateur, il est au centre de nos démarches, qu'on est plusieurs professionnels autour, mais qu'on a vraiment besoin que le collaborateur se mobilise et soit son acteur, le vrai acteur de sa propre réinsertion. Vous avez évoqué le soutien de l'AI, aussi important pour réfléchir ensemble finalement au projet, et puis aussi un soutien financier qui est quand même présent et qui permet de décharger finalement les entreprises. Même une grande entreprise comme le CHUV ne peut pas imaginer des réorientations pour chacun de ses collaborateurs. Là, l'idée, c'est vraiment le soutien de l'AI financièrement pendant toute la durée de la formation. C'est exact? Oui, exactement. Donc, complètement financé par l'assurance invalidité. Et c'est vrai que toutes les mesures de réadaptation professionnelle que vous pouvez proposer avec un versement d'indemnité journalière, ça permet d'enlever une tension et puis de pouvoir faire en sorte que la reprise se déroule au bon rythme. Donc c'est vrai que vous avez évoqué l'investissement, mais également en termes de temps pour une entreprise. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'une entreprise se lance quand même dans l'accueil des personnes qui ont vécu une problématique de santé? Mais je pense qu'on a tout à y gagner. Il y a des compétences. Parfois, si le collaborateur ne peut pas reprendre à son poste, à sa fonction, ces compétences-là, elles sont potentiellement transposables dans un autre poste. Typiquement, par exemple, une infirmière qui ne peut plus exercer dans les soins pourrait très bien être formée, par exemple, dans le codage médical, où les compétences des soignants c'est pas que utile, c'est indispensable. Ou partir, par exemple, dans la facturation médicale. Donc, ces compétences-là, on en a besoin. Et je pense que c'est important qu'on puisse mettre tout ce qui est possible. Après, parfois, ce n'est pas réalisable, mais en tout cas, tout ce qui est possible pour garder ces compétences au sein de l'institution parce qu'on en a besoin. Quel est le message que vous aimeriez faire passer à d'autres employeurs qui se disent « mais est-ce que je joue le jeu de la réinsertion ou pas en fait ?» Je pense que si l'effort n'est pas mis, qu'est-ce qui se passe? Le collaborateur demeure en arrêt de travail. Qui a intérêt que le collaborateur reste en arrêt de travail? Ni le collaborateur, ni l'employeur. Donc c'est important de pouvoir tout mettre en œuvre. S'il y a une fin des rapports de travail, il y a des coûts. Il peut potentiellement avoir des coûts humains parce que il faut recruter. Donc ça veut dire que l'équipe est en sous-effectif avec une charge de travail qui est toujours bien présente. Et puis il y a des coûts financiers. Recruter, ça demande du temps, il y a des coûts. Puis ensuite, on a une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe et puis il faut recréer une dynamique d'équipe. Donc je pense qu'on a tout à y gagner à jouer la carte de la réinsertion dans les mesures des possibilités de chacun et de chacune. Merci
Christelle Krieg, pour votre intervention avec vos illustrations très enrichissantes. Merci à vous de m'avoir invitée. Dans cet épisode, Madame Krieg nous a présenté les défis rencontrés par le CHUV ainsi que les solutions proposées pour accompagner les employés atteints dans leur santé. Comme vous l'avez entendu, il est essentiel de maintenir un lien avec la personne en arrêt de travail et de préparer soigneusement son retour à l'emploi. Par ailleurs, la formation des cadres joue un rôle clé pour leur permettre de soutenir efficacement les employés sur le terrain et pour garantir une évolution positive pour chacune et chacun. Dans notre prochain épisode, nous continuerons d'explorer le thème de l'intervention en vous faisant découvrir le témoignage d'une autre entreprise qui fait face à ces mêmes défis dans le domaine de la réinsertion professionnelle. D'ici là, prenez soin de vous et restez à l'écoute.